bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. On est là pour parler de la médiation animale et de ta boîte qui s'appelle Créa. Donc on va d'abord un petit peu parler de la médiation animale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste, les grandes lignes pour les gens qui ne connaissent pas? Merci de me recevoir. Alors la médiation animale, il y a plusieurs définitions qui peuvent être données, mais je dirais que celle moi que je donne, c'est que c'est une relation d'aide à visée préventive ou thérapeutique dans laquelle on a un animal qui va permettre d'améliorer le bien-être d'un humain. Donc la médiation animale, ça peut se faire aussi bien dans le domaine thérapeutique, éducatif ou récréatif. Donc après, pour donner des exemples, pour que ce soit plus concret, par exemple, je peux travailler avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans des EHPAD, où là, on va travailler le côté thérapeutique, donc des objectifs précis avec l'animal. On va avoir un programme de plusieurs séances à court terme pour permettre d'améliorer des objectifs précis, comme par exemple de raviver des souvenirs chez ces personnes qui ont des gros problèmes de mémoire, ou le chien, ça va lui permettre de faire surgir sa mémoire émotionnelle et donc de revenir à son passé. Ou dans le domaine éducatif, moi je peux proposer aussi des programmes d'éducation à la connaissance du chien. Et donc à ce moment-là, on apprend le langage du chien, on apprend les comportements à adopter ou à ne pas adopter avec un chien. Et donc ça permet d'éviter le risque de morsure, surtout pour des enfants. Et puis dans tout ce qui est récréatif, à ce moment-là, on peut travailler un objectif commun, par exemple favoriser un peu les interactions sociales ou l'esprit d'équipe au sein d'un groupe d'enfants, par exemple, où là, ça sera plus le but de prendre un peu plus de plaisir, il y aura moins d'objectifs fixés. Donc voilà, différents domaines d'application de la médiation animale, mais vraiment le gros, c'est de mettre en lien l'animal et l'humain afin d'apporter un mieux-être. Et du coup, donc la médiation animale, c'est possible de la faire partout, du coup, dans tous les secteurs, parce que tu nous parlais, par exemple, à visée thérapeutique ou récréative, c'est-à-dire qu'on peut vraiment en faire absolument partout, où il y a quand même des secteurs dans lesquels c'est peut-être plus pertinent, où ça marche mieux. Comment toi, tu sais où est-ce qu'on peut en faire, où est-ce que c'est cohérent d'en faire? Alors je dirais qu'il n'y a pas d'endroit où vraiment la médiation animale peut ne pas se faire. Je dirais qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont vraiment récepteurs. Après, on entend beaucoup parler depuis quelques années de l'équi-coaching ou de l'équithérapie, où là, on travaille surtout avec les chevaux. Dans le côté thérapeutique, ça va être le cheval qui est en lien avec des personnes handicapées en général ou des personnes qui ont des troubles du comportement. Et dans le côté du coaching, on va travailler à ce moment-là avec des personnes qui peuvent être des personnes valides, où là, par exemple, ça va être du coaching en entreprise, on va travailler le leadership grâce au cheval. Donc déjà, pour dire que la médiation animale, c'est pas forcément seulement pour des personnes qui ont des problèmes, qui ont des troubles, ça peut être aussi pour des personnes valides et de travailler des choses comme l'estime de soi, de travailler des choses comme le leadership, comme l'esprit d'équipe, etc. Après, voilà, il y a de plus en plus de domaines donc, où on voit de la médiation animale. Moi, je travaille pas mal dans tout ce qui est les EHPAD, pour les personnes âgées, les IME pour les personnes handicapées. Mais il y a aussi dans les écoles qu'on peut travailler, on peut travailler dans les centres de loisirs, on peut même travailler dans les prisons. On remarque depuis quelques temps qu'il y a un très très bel effet de ces animaux qui rentrent dans des endroits où des personnes sont incarcérées et n'ont pas forcément la vie qu'elles auraient envie d'avoir. Donc ça permet aussi de les sortir un peu de cet isolement. Donc je dirais qu'il n'y a pas de secteur qui est mieux. Je dirais que ça dépend comment on travaille avec l'animal. Un aspect un petit peu plus technique maintenant, quand on veut faire de la médiation animale aujourd'hui, est-ce qu'il existe des études? Est-ce qu'il existe des formations? Comment ça se passe si moi demain j'ai envie d'en faire? Comment on fait? Alors malheureusement aujourd'hui la médiation animale c'est une pratique qui n'est pas reconnue par l'État. Ce qui fait que n'importe quelle personne qui a un chien chez elle ou autre animal qui peut dire qu'elle fait de la médiation animale alors qu'elle n'est pas formée. Ce que je ne conseille pas, bien évidemment. Après, il y a de plus en plus de formations qui sont en train de se faire en lien avec la médiation animale. Je dirais pas qu'il y en a qui sont meilleures que d'autres ou quoi. Ce que je dirais, c'est que je les connais pas toutes. Mais j'en connais certaines que je trouve qui sont très complètes. Et en tout cas, ce que je conseille, c'est de faire une formation qui est aussi bien axée sur l'humain que sur l'animal. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de formations médiation animale qui sont axées beaucoup sur l'humain. Et on doit être aussi compétent dans l'animal que dans l'humain parce qu'il faut participer au bien-être des deux, parce qu'on travaille avec les deux en séance.
Donc je dirais que moi, forcément, je conseillerais ma formation que j'ai suivie au Québec avec Synergie Plume et Poil, qui est portée par Hélène Morin, donc qui est au Québec à Trois-Rivières, qui est une formation qui est très axée sur l'humain et sur l'animal, toutes les espèces animales, et aussi sur le terrain. Parce que voilà, c'est bien beau d'avoir du théorique, mais il faut aussi pouvoir pratiquer. Parce que le théorique sans pratique, ça n'a pas vraiment d'impact. Après, pour ce qui est en France, moi je conseillerais la formation aussi de Lucille Civelle à l'EFIMA, qui est l'école franco-internationale de médiation animale qui est à Angers, qui est aussi très complète. Et puis je pense qu'aussi l'Institut Agathea a une très bonne formation à Colmar, qui est aussi très complète. Donc voilà, après je les connais pas toutes, donc je vais pas dire faites ces formations-là, vous n'avez pas le choix, mais je dirais juste qu'en tout cas, peu importe de là où on vient et des formations qu'on a eues auparavant, il faut se former aussi bien dans l'humain que dans l'animal pour participer au bien-être des deux et évidemment faire du terrain, parce que c'est le terrain qui nous forge en fait. Tu parlais de bien-être, donc forcément, puisque tu travailles avec des animaux, on pense au bien-être animal. On suppose que ça a une place prépondérante quand on veut en faire. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de cette place du bien-être animal ? Enfin, justement, tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais toi, ton point de vue là-dessus ? Après, j'ai une formation en éthologie, donc je suis spécialisée dans l'étude du comportement animal et j'ai toujours été axée sur le bien-être animal parce que quand j'ai découvert que je voulais faire de la médiation animale, je me suis rendu compte que personne ne s'intéressait vraiment au bien-être de l'animal. Et moi, je me suis toujours dit que je ferais jamais de médiation animale si c'est au détriment de l'animal qui travaille avec moi. Donc ça, c'est dans mes valeurs et je sais que peu importe ce qui se passe, je suivrai toujours mes valeurs. Donc moi, je considère que c'est vraiment important parce que je suis certaine que si on participe au bien-être de notre animal, il sera plus disponible. Et à ce moment-là, les séances seront encore meilleures et encore plus bénéfiques pour les personnes. Et ce que je fais pour y participer, moi, au sein de mon travail, c'est que déjà, je travaille avec des chiens, pour certains, pour Oz qui est le mien, et pour d'autres qui ne sont pas les miens. Et à ce moment-là, j'ai une grille d'évaluation avec les critères que doit remplir le chien pour travailler avec tel ou tel public. Donc il n'y aura pas les mêmes critères pour un chien qui travaille avec des enfants que pour un chien qui travaille avec des personnes âgées. Donc Voilà, c'est... Donc voilà, ça fait partie, c'est comme ça aussi que je participe au bien-être de mes animaux parce que voilà, il y a une sélection au préalable, il y a aussi une éducation du chien avec les comportements qu'il doit adopter et qu'il ne doit pas adopter en séance, enfin qu'on préférerait éviter. Et au quotidien, après, c'est bien évidemment se concentrer sur les besoins de nos chiens, enfin de nos animaux, bien connaître nos animaux et leurs besoins. Merci pour la petite douche, c'est agréable, Rose. Ça fait partie du terrain aussi. Donc faut se former, faut faire du terrain. Et voilà, donc au quotidien aussi, voilà, bien connaître ses animaux. C'est pour ça que je dis bien connaître ses animaux, parce que si on les connaît pas très bien, on peut pas non plus forcément participer au bien-être. Et bien travailler en tout cas avec les chiens. Moi je travaille beaucoup avec les 3 motivateurs qui sont la nourriture, le contact social et le jeu. Il y a des chiens qui sont très joueurs, d'autres peu. Il y a des chiens qui sont très gourmands, d'autres un peu moins. Donc en fait, utiliser ce genre de choses pour participer au bien-être de notre animal. Ok, du coup, on va passer à toi. Est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Voilà. Alors, je m'appelle Mégane Suc, j'ai donc bientôt 24 ans. Je suis originaire d'ici, donc de Clermont-Ferrand en Auvergne. Et au niveau de ma formation, j'ai fait un master en éthologie appliquée, qui est l'étude scientifique du comportement animal. Et ensuite, à la fin de mon master, j'ai décidé de partir au Québec. C'était un peu un rêve de petite fille et j'avais toujours dit que je partirais là-bas, surtout que c'est aussi un endroit très porteur pour mon travail. Et donc, je suis partie 7 mois au Québec l'année dernière. Je pense que ça a été l'expérience la plus incroyable de ma vie et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça m'a poussée, on va dire, à créer mon entreprise. Donc en fait, en revenant du Québec, j'ai découvert le statut étudiant-entrepreneur. Donc je me suis inscrite, j'ai postulé pour ce statut au Clermont-Auvergne Pépites. Donc là, je suis à la fin et ce qui fait que ça m'a permis de créer mon entreprise et puis de vous parler aujourd'hui de Créa. On a bien compris d'où t'étais venue, du coup, l'envie de créer une entreprise, c'est vraiment par rapport à ton expérience, etc. Mais une entreprise avec les animaux, d'où t'es venue l'envie de travailler avec les animaux ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu envie de faire ou ça t'est venu comme ça ? Explique-nous. On va dire que c'est assez drôle parce que, en fait, dans ma vie, j'ai toujours voulu avoir des animaux, mais j'en ai jamais eu parce que mes parents ne voulaient pas.
Ce qui fait que bon, j'ai eu 2 poissons rouges, mais c'est vrai que j'aspirais plus à avoir un chien, un golden d'ailleurs. Donc Oz, c'est d'ailleurs mon rêve de petite fille. Et, euh, et en fait, je pense que c'est ma sœur qui m'a donné cet amour pour les animaux parce qu'elle a toujours eu des animaux chez elle et elle avait notamment un golden, Taja, qui est décédé il y a pas longtemps malheureusement, mais qui était absolument incroyable et je me suis dit mais moi je veux un chien comme ça dans ma vie. Et puis après, il y a 4 ans quand j'ai découvert la médiation animale, euh, j'ai parlé en fait avec des gens qui ont fait de la médiation animale, j'ai vu les effets que ça avait sur les personnes et je me suis dit mais c'est ça qu'il faut que je fasse en fait. Moi, j'ai toujours voulu aider l'humain et j'ai toujours voulu travailler avec les animaux. Donc ce qui fait que la médiation animale, c'était un peu la révélation. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et après, parce que voilà, la théorie, c'est une chose, donc je me suis dit, je vais aller sur le terrain voir comment ça se passe. Est-ce que je suis capable de travailler avec des personnes aussi qui ont des problèmes? Parce que je suis quelqu'un d'assez empathique aussi, donc je ne savais pas trop comment ça allait me toucher moi. Et puis j'ai fait plusieurs stages, notamment mon stage au Québec, mais j'ai fait encore d'autres stages avant avec d'autres personnes ici en France. Et en fait, c'est vraiment été, on va dire, c'est un peu cliché, mais une petite flamme qui s'est allumée où je me suis dit, mais en fait, je veux faire que ça de ma vie. Et si on peut aider l'humain et l'animal aussi, parce que moi, je considère qu'il doit prendre du plaisir en médiation, bah à ce moment-là, c'est génial, quoi. Du coup, ça nous amène à parler de ton entreprise, Créa. Qu'est-ce que c'est? Pour qui? Pourquoi? Comment? Présente-nous ton entreprise. Donc Créa, c'est une entreprise qui propose des prestations de services en médiation animale. Je travaille avec les chiens et ces séances sont proposées à des structures professionnelles telles que les EHPAD qui accueillent des personnes âgées, dépendantes, telles que les IME qui accueillent des enfants et des adolescents handicapés, les écoles pour les enfants valides également, et puis aussi les centres de loisirs. Donc voilà, c'est un peu les publics sur lesquels je me suis orientée. Après, je travaille avec des chiens, donc Oz qui m'appartient et d'autres qui appartiennent à d'autres personnes, à des particuliers, où comme je disais, il y a vraiment une sélection, une évaluation de ces chiens pour qu'ils travaillent avec moi derrière. Donc, ce qui fait que tous les chiens que j'évalue ne sont pas aptes à faire de la médiation et du coup ne vont pas forcément venir avec moi au travail, mais il y a un gros travail de sélection en tout cas. Combien de temps ça prend pour éduquer et former un chien à la médiation animale? Par exemple, on peut prendre l'exemple, donc toi tu as ton propre chien, donc tu vas nous expliquer un petit peu comment tu le formes. Et du coup, quand tu vas chez les particuliers du coup, qui veulent bien prêter leur chien pour faire de la médiation animale, comment est-ce que toi tu les formes? Parce qu'ils ont aussi déjà leur propre éducation. Combien de temps ça prend? Comment ça se passe? Alors pour commencer par mon chien, donc je l'ai eu chiot à 2 mois, donc il était un peu tout neuf on va dire, il avait tout à apprendre. Je dirais que le gros travail à faire, c'est un travail en tout cas sur ce point-là qui ressemble un peu au travail qu'on fait avec les chiens guides, dans le sens où il faut vraiment le sociabiliser, il faut qu'il voit tout. Quand il est petit, c'est vraiment voir tout un tas de gens, des hommes, des femmes, des enfants, des ados, voir plein de chiens différents, l'habituer au bruit, les sons un peu qui font peur, le train, enfin plein de choses en fait. C'est ce que j'ai fait depuis qu'il est tout petit, c'est vraiment de l'amener partout avec moi et de lui faire un peu découvrir le monde et pour qu'il comprenne que ça fait pas peur le monde quoi. Je veux dire si on y est préparé, on n'en a pas, c'est pas si effrayant que ça. Donc c'est vraiment le gros travail. Après il y a des choses comme voilà, le fait que un chien souvent quand il est content et qu'il est jeune, il saute sur les gens. Donc là je lui apprends, je travaille aussi en partenariat avec des éducatrices canines parce que c'est pas mon boulot d'éduquer non plus un chien. Je suis pas éducatrice canine. Donc je prends un peu leurs conseils pour éduquer mon chien et voilà comment on empêche, comment on fait en sorte que le chien arrête de sauter, comment on fait en sorte que le chien il s'assoit, le chien il se couche. Après c'est des commandes de base, mais je veux dire c'est vrai que beaucoup de gens pensent que quand on forme un chien, on lui apprend tout un tas de tours, etc. Mais moi je considère que je veux que mon chien il soit lui-même. Je veux pas qu'il fasse des choses parce que je lui ai appris et parce que ça sera pas naturel pour lui. Je veux qu'il garde ses comportements naturels et c'est pour ça que cette richesse que ça va emmener en fait en séance de médiation animale. Donc c'est pour ça que je ne prends pas 1 million de tours, mais en tout cas le plus gros du travail c'est vraiment de le sociabiliser, de tout lui montrer pour pas qu'il ait peur plus tard et pour que dans son bien-être et dans ses pattes il soit bien. Après au niveau des chiens qui appartiennent aux particuliers,
Donc déjà, voilà, au niveau des critères de sélection, je demande toujours si le chien, voilà, est-ce qu'il sait s'asseoir, est-ce qu'il sait se coucher, est-ce qu'il a peur de certaines choses. C'est vrai que si j'ai un chien qui a une phobie particulière ou par exemple, j'avais un chien une fois qui était génial, qui remplissait tous les critères, et à un moment donné, j'ai sorti une petite sonnette de vélo. Je l'ai actionné et là, il s'est couché par terre derrière sa maîtresse et j'ai regardé son temps de retour, au moment où il allait revenir dans son état normal, on va dire, et c'était extrêmement long. Et c'était un chien que je voulais que ce chien travaille avec des enfants. Et je me suis dit, ok, c'est vrai que c'est embêtant parce que c'est toujours embêtant de se dire qu'on a fait tout ce travail en amont, où on a évalué le chien, etc. et qu'au bout d'un moment, non, en fait, c'est pas le bon. Mais pour le bien-être du chien, du coup, j'ai dit à sa propriétaire que voilà, il était super, mais moi, je cherchais un chien pour travailler avec les enfants. Et je pense que voilà, les enfants, ça crie, les enfants, ça bouge dans tous les sens. Et je pense qu'il aurait vraiment été mal. Et puis aussi, pour les enfants, ça aurait pas été chouette aussi d'avoir un chien qui a peur. Donc voilà, il y a ce travail en amont. Après, au niveau de l'éducation du chien, pour le moment, vu que je commence encore mes chiens, j'ai pas encore fait beaucoup de travail d'éducation pour le moment. Surtout aussi que j'ai pris des chiens qui ont les critères qui me conviennent. Il y en a peut-être un qui saute un petit peu, mais encore, voilà, c'est des choses que je travaille. Mais en fait, je travaille avec eux comme je ferais avec mon chien. Donc de temps en temps, ça implique aussi de les prendre un peu avec moi. Et aussi, étant donné que ce ne sont pas mes chiens, d'aller les revoir régulièrement. Donc là, je vais aller les promener, etc. Parce que pour qu'on garde ce lien et qu'on garde ce lien ensemble et qu'on puisse travailler comme de vrais partenaires. Je ne peux pas dire combien de temps ça prend parce que je pense que c'est comme avec les gens. Ça dépend des personnes et donc ça dépend des chiens. Je sais que j'ai des chiens Il y en a une, le bouvier bernois que j'ai. C'est vrai que dès que je l'ai vu, j'ai l'impression que déjà qu'il y a quelque chose qui s'est créé. Après, je sais qu'il y a d'autres chiens qui sont plus réticents et qui ont besoin de temps pour créer ce lien de confiance. Je dirais vraiment, je ferai une analogie avec les gens. Pour moi, c'est la même chose, donc je peux pas te donner de temps précis, de durée pour faire ça. Je dirais que tant qu'il faut le faire, je le ferai. Et puis quand il y a moins besoin, j'y vais plus mollo. Est-ce qu'on peut te retrouver sur certains réseaux sociaux ou est-ce que tu as un site internet ? Alors, j'ai pas encore de site internet. Ça devrait arriver d'ici quelques mois. J'y travaille. En tout cas, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux et notamment sur ma page Facebook, donc Créa, l'animal créateur de liens, où je suis assez active. Aussi sur Instagram, où je poste plus des photos de tous les jours avec mon chien, avec ce qui se passe dans ma vie. Et puis aussi sur LinkedIn, c'est plus mon profil personnel, mais en tout cas Facebook, Instagram, et puis prochainement le site internet, ça devrait arriver. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé ce deuxième focus vidéo. Encore merci à toi Mégane. Ose, le mot de la fin. Le mot de la fin. Ouais. Je l'ai cherché, J'avoue que là...